Bonjour, Paul Feudel. Je suis rédacteur en chef du magazine France Snacking et je suis ravi d'animer cette table ronde sur la digitalisation. Les métiers du commerce sont en plein bouleversement. La digitalisation est partout aujourd'hui. Qu'entend-on justement par digitalisation et est-ce que la restauration est-elle concernée par le mouvement? Pour répondre à cette question, j'ai invité autour de moi 3 professionnels qui interviennent à des niveaux différents par rapport à leurs fonctions. Une restauratrice à ma droite, à ma gauche 2 professionnels du monde pour l'un des logiciels et des solutions pour la restauration autour de la caisse, de la fidélisation et du click and collect. Et à ma gauche, un professionnel spécialisé dans l'intermédiation. Donc je vais les présenter un par un plus en détail. Alors Clémentine Micol, vous êtes responsable des opérations du marketing et de la communication d'une petite chaîne qui s'appelle Vidici. Exactement. Qui a 3 établissements et un comptoir. Tout à fait. À ma gauche, Rémi Casarino, qui est le cofondateur d'une société qui s'appelle EasyPass. C'est un acteur central de la transition numérique dans la restauration et fournisseur de solutions digitales, de logiciels, de gestion opérationnelle des ventes et de l'analyse de la data. Tout à fait. Et à sa gauche, Guido Gabrielli, qui est le général manager d'Uber Eats. Uber Eats étant une plateforme d'intermédiation entre le restaurateur et le client final, avec une vocation première qui est la livraison. Tout à fait. Alors messieurs, dames, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur le CIRA TV. Alors je vais commencer peut-être par Rémi. Rémi, est-ce que vous pouvez nous planter le décor? Vous êtes un observateur depuis plusieurs années de l'évolution du monde de la restauration et de l'information pour les restaurateurs. Comment est-ce que selon vous, le restaurateur perçoit cette digitalisation et qu'entend-on par digitalisation? Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir convié sur ce plateau. La digitalisation, elle a commencé selon moi il y a une trentaine d'années avec l'avènement des ordinateurs personnels. Les années 2000 nous ont fait découvrir les smartphones et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on nous parle de data et de big data et arrive la réalité augmentée, l'automatisation, les drones et plein de nouveautés qui vont encore faire changer la manière de consommer et surtout les moyens de communication. Le monde de la restauration, il a subi, je pense, cette première transition, puisqu'il n'a vu qu'un moyen de communiquer via des réseaux sociaux ou via des plateformes mobiles ou des plateformes web dans un premier temps. Et il s'est petit à petit repensé en profondeur en voyant cette numérisation et cette digitalisation comme un vrai processus stratégique pour attirer de nouveaux clients, augmenter des zones de chalandise, réduire ses coûts, augmenter ses marges, réduire ses espaces de travail avec des concepts de plus en plus innovants tels que Vidici peut en faire par exemple partie. J'ai un exemple que j'aime bien citer et que j'ai eu la chance de découvrir en Californie. C'est un exemple qui est purement digital, ça s'appelle Itza. Vous précommandez en ligne sur votre smartphone, vous y avez greffé en amont votre carte bancaire, vous rentrez dans l'établissement, vous n'avez qu'à swiper votre smartphone sur un iPad, il récupère évidemment vos données de consommation du passé, vous rentrez dans une petite pièce en suivant le processus de prise de commande, vous arrivez dans un endroit plein d'écrans plus lumineux les uns que les autres, avec des animations. Votre prénom apparaît sur cet écran-là et lorsque votre commande est prête, vous n'avez qu'à double-cliquer sur l'écran qui en fait est un écran tactile. Ce dernier s'ouvre et vous pouvez récupérer directement votre commande ainsi que vos couverts pour aller manger à emporter. Donc ça, c'est l'exemple typique de l'utilisation à bon escient des outils digitaux qui permettent de capter de la clientèle à l'extérieur, de les faire venir dans un endroit physique qu'on contrôle à 100% et qui permet d'éviter les queues, les flux et de fidéliser sa clientèle puisqu'on contrôle la donnée. Itza a été capable de le faire parce qu'ils ont investi énormément d'argent dans ce concept-là. Ils sont en train de le déployer sur l'échelle américaine et je l'espère bientôt mondiale. Et je pense que le plus important pour Itza, et ce qu'ils ont bien compris, c'est qu'en contrôlant ces logiciels-là, ils contrôlent en fait la donnée de l'utilisateur final qui est évidemment leur fonds de commerce. Il faut savoir que le seul rendu en fait de la numérisation et de la digitalisation, selon nous chez EasyPass, en fait, c'est la donnée qu'on est capable d'en capter et c'est la donnée qu'on est capable d'analyser. En 2015, aux États-Unis, le marché de la publicité en ligne et de la publicité sur mobile s'est élevé à 60 milliards de dollars. Sur ces 60 milliards, 60% étaient captés par Google et par Facebook. 49% pour Google, soit près de la moitié. Cette big data-là, ça veut bien dire qu'elle est liée aux big players, les Google, les Facebook, les Instagram, les Yelp, pour revenir sur le monde de la restauration. Et nous, chez EasyPass, en fait, on pense à la small data.
et on restitue autant de données qu'on le peut via les outils qu'on commercialise aux restaurateurs pour qu'ils aient la possibilité de la capter, l'analyser et de l'utiliser à bon escient pour venir chercher de nouveaux clients via de nouveaux modes de consommation. Cette data aussi en interne, on l'utilise pour proposer de nouvelles solutions à nos restaurateurs, et c'est pour ça d'ailleurs que vous pourrez voir sur le site de Snacking ou sur le site easypass.pro l'étude qu'on a menée auprès des consommateurs finaux de nos clients restaurateurs qui demandent eux-mêmes toujours plus et plus de numérisation et d'outils innovants. Donc pour revenir sur la question, après je laisserai la parole à mes confrères. La digitalisation, pour moi, c'est pas un passage obligé parce qu'on est déjà dedans. En fait, on transpire de la donnée au quotidien, on commande sur smartphone, on utilise des applications de rencontres, on est sur les réseaux sociaux au quotidien et on sort plus du restaurant sans avoir posté sur Yelp ou sur TripAdvisor. Donc, on est en plein dedans. Il faut prendre conscience de ce que ça peut apporter à cette industrie et à ce marché de la restauration et l'utiliser à bon escient en captant de la donnée intelligente et en étant propriétaire. Juste peut-être pour compléter, un petit point de précision. On regarde beaucoup vers les États-Unis, ou en tout cas hors France, pour voir les modèles qui se développent. Finalement, en France, on en est où? Est-ce que la donnée, elle transpire, mais on l'analyse pas, on n'en est pas encore à la traiter? On en est finalement où? On en est que la donnée, elle est de partout et les éditeurs de logiciels sont capables de la capter et de la restituer de manière plus ou moins perspicace. Et en France, on dit qu'on est en retard sur les États-Unis. Moi, je pense pas. J'ai eu l'occasion d'y être assez fréquemment. Je pense qu'il y a seulement 3 ans de décalage. Les Uber Eats, ils ont fait leur premier test il y a 3 ans. On a juste 3 ans de décalage. Il suffit en fait de bien capter cette donnée, bien comprendre comment l'utiliser pour aller communiquer de manière la plus perspicace possible à ses clients finaux. Bien, après cette vision un petit peu générale, on n'a que 20 minutes pour en parler, donc on pourrait aller bien plus loin. Mais ce qui serait intéressant, avant de donner la parole à Guido, c'est de voir un cas concret, de savoir comment cette solution s'applique aujourd'hui, où on en est, où en sont les restaurateurs. Alors Clémentine, où en est Vidici? Quel est son regard sur le monde digital et les outils qui lui sont proposés? Et quel est le plan de route que vous êtes fixé? Alors bonjour à tous, merci pour cette invitation Paul. Je vais un petit peu répéter ce que vient de dire Rémi, mais en application directe. Aujourd'hui, Vidici, comme je pense beaucoup de restaurateurs, a mis du temps à utiliser Internet comme canal de distribution. Je pense que pendant beaucoup d'années, on a utilisé Internet comme un support de communication supplémentaire. On a utilisé les réseaux sociaux pour créer des communautés, pour se donner une certaine image, avec pour but évidemment de créer du trafic sur les restaurants, hein, il n'y a pas de secret. Mais depuis, je vais dire maintenant 2 ans, et c'est une nouveauté, on l'utilise comme réel canal de distribution via la livraison, avec des sociétés avec lesquelles on travaille. On travaille avec Uber Eats, on travaille aussi, je m'en cache pas, avec Foodora, avec Deliveroo, etc. Ça c'est un réel plus pour la restauration puisque c'est un chiffre d'affaires supplémentaire, c'est un élargissement de la zone de chalandise, donc c'est forcément du chiffre d'affaires supplémentaire, mais aussi à côté de ça, grâce à EasyPass, dans quelques semaines on va se lancer dans le click and collect. Moi la demande que j'avais en tant que restaurateur, ça a été auprès d'EasyPass, ça a été j'ai trop de monde, j'ai trop de queues. Les gens du coup passent leur route. Qui est un vrai souci pour les restaurateurs qui reçoivent. On le rappelle. On est en France. Hein. Voilà, la France, les Français sont traditionnellement attachés à la pause repas entre midi et 13h30. Complètement. Et qu'on n'arrive pas à déroger par rapport à des pays anglo-saxons. Et donc ils sont tous là au même moment. C'est une vraie problématique en France. Chose qu'on effectivement on n'a pas forcément à l'étranger. Vous allez dans un établissement de restauration rapide en Angleterre, aux États-Unis, à 15-16 heures, il y a toujours autant de monde qui mange. En France, à 13h30. 13h45, c'est les cafés, c'est fini, on mange plus. Donc on a un réel problème puisqu'en 1h30, il faut servir tout le monde. Vous avez 1h30 pour manger, vous arrivez devant un établissement qui est bondé, vous passez votre route. Or le click and collect, ça permet à nos clients, en tout cas les clients fidèles qui connaissent l'offre, qui savent ce qu'ils veulent manger, de commander avant leur plat, de payer en ligne, de venir récupérer leur commande. Nous, on réduit la queue, eux ils sont ravis, ils ont gagné du temps. Je pense aussi aux nouveaux modes de règlement qui nous font aussi gagner en fluidité parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui arrive qui paye avec une carte bleue, alors bon il y a le fameux sans contact, mais il y a aussi maintenant les mobiles. J'ai de plus en plus de clients qui payent avec leur mobile. C'est tellement plus rapide pour nous, c'est
c'est un passage obligé pour être rapide. Donc comment est-ce qu'on intègre tout ça quand on a un concept de restauration italien, rappelons-le, Oui. où finalement on a travaillé pendant longtemps comme beaucoup de commerces de manière artisanale, Ou en gérant l'information plutôt sur le point de vente. Là, aujourd'hui, c'est le multicanal. Il faut mieux connaître son client pour lui répondre de manière personnelle. C'est ça le futur? C'est le prochain défi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise ces nouveaux canaux de distribution un petit peu comme on a toujours travaillé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un client en face de nous, moi aujourd'hui j'ai une personne qui est dédiée à midi, au lieu d'avoir un client en face d'elle, elle a des écrans, elle a l'écran d'Uber Eats, elle a l'écran du Click and Collect, elle a des tickets qui sortent et elle gère finalement ça comme des commandes classiques. Elle les prépare et elle attend que le client arrive ou que le livreur arrive. Néanmoins, nous, notre prochain défi, c'est d'utiliser toutes les datas dont parlait Rémi, parce que on en a énormément. Il faut apprendre à les utiliser et à les transformer en actions concrètes, chose que on n'a pas encore mis en place. Et c'est effectivement le prochain défi. Donc c'est le one-to-one, c'est-à-dire avoir une offre personnalisée. Adaptée et relancer son client à des moments donnés. Exactement. En fonction de ses habitudes de consommation. Vous avez tout compris. Bien. Je me tourne vers Guido. On vient de parler à travers 2 interventions en fait, de la livraison. Et il semble que finalement on parle de plus en plus de digitalisation dans la restauration à travers le spectre de la livraison. Alors il nous a semblé essentiel d'avoir un acteur majeur, ou en tout cas qui a des ambitions fortes en France sur l'univers de la livraison. J'entends par là donc Uber Eats. Vous êtes donc le directeur manager, manager général de la société en France. Qui est Uber Eats? Rapidement peut-être. Quel type de service proposez-vous? Bonjour à tous, merci Paul. C'est toujours un plaisir d'être dans des événements comme ça, surtout pour une entreprise qui rentre à peine dans le monde de la food. Donc Uber Eats. Uber Eats, c'est une application mobile développée par l'entreprise américaine de technologie Uber, qui a comme mission aujourd'hui en France de livrer en moins de 30 minutes les meilleurs restaurants, comme Vidici par exemple. Et aujourd'hui en France, on compte 1500 partenaires, donc restaurants partenaires, 2 villes. Paris qui était lancé avec une application dédiée en mars 2016, plus récemment Lyon. Et on a aussi annoncé le lancement de 5 villes additionnelles avant fin 2017. Donc ça revient au fait que la France, c'est un pays qui est ouvert à l'innovation et qui est assez intéressé à ce type d'offres. On connaît un succès plutôt important en France. Pour vous donner peut-être une idée, aujourd'hui, si vous considérez les utilisateurs hebdomadaires, à niveau hebdomadaire, 2/3, c'est des personnes qui ont déjà commandé sur l'application. Donc c'est des personnes qui ont profité du service, l'ont bien aimé et souhaitent revenir pour avoir plus de possibilités de livraison. Alors, justement, on disait tout à l'heure, je le disais en préambule, que la digitalisation, la livraison est peut-être le vocable, ou en tout cas le canal par lequel on parle de plus en plus de digitalisation. Est-ce que finalement c'est une mode? Est-ce que c'est un phénomène durable? Est-ce que le potentiel, parce qu'on a aussi beaucoup de sociétés qui sont présentes en France, il y a une concurrence un peu forte, il y en a même certains qui ont déjà disparu. Donc est-ce que finalement il y a encore du potentiel? Et est-ce qu'on n'assiste pas aussi à une concentration où elle sera inévitable dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Je pense que c'est une très bonne question et Rémi et Clémentine l'ont bien introduit tout à l'heure. Effectivement, d'abord, on part du constat que la digitalisation, donc la technologie, est en train de faire changer la manière de comment les acteurs de la restauration réfléchissent à leur activité. Donc, oui, la livraison, c'est peut-être l'aspect plus facile à comprendre et identifier au début parce que ça répond à un besoin qui est direct, qui est celui d'augmenter son propre chiffre d'affaires et la zone des chalandises. Néanmoins, ce que nous on pense, c'est que on souhaite être un acteur dans le monde de la restauration qui puisse accompagner ce secteur vers les nouveaux habitudes de consommation des utilisateurs. Pour vous donner un exemple, nous on essaye de réfléchir à tout un certain type de services additionnels qu'on pourrait donner à nos partenaires restaurateurs. Et pour vous donner un exemple encore plus concret, par exemple, Vidici, on a entendu les retours d'expérience tous très positifs, mais sur le fait que certains produits ne sont pas forcément très facilement choisibles parce qu'il manque un petit peu une offre en termes de menu ou de composition d'offres pour le déjeuner ou pour le dîner. Donc, on en parlera plus en détail, mais ce qu'on souhaite proposer, c'est la possibilité de mieux comprendre les retours d'expérience. Et c'est un seul exemple, parce que il y a bien sûr la construction du menu, mais il y a aussi le pricing, il y a aussi tout ce qui concerne la qualité, etc., etc. Donc on n'est pas simplement dans l'intermédiation en mettant en face une demande avec une offre, mais aussi de suggérer ou de conseiller le restaurateur dans la construction ou dans la valorisation de son offre. Tout à fait, et cela c'est seulement un exemple. Rémi le disait bien tout à l'heure, les données
c'est la clé. Nous, on est une entreprise de technologie et donc on a le savoir-faire qui est celui, bien sûr, de l'intermédiation, mais aussi de le traitement de données, de l'aide à la compréhension de son propre business. Et en quoi Uber Eats est différent de Deliveroo, Foodora, et quelles sont ses pistes de réflexion ou d'évolution? Alors, première chose, nous, on est une entreprise globale, donc on est rentré dans le secteur de la food tech parce qu'on croit en une vraie vision qui est celle de changement d'habitude de consommation des utilisateurs. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, la manière de consommation, à la fois sur la livraison, mais de la food plus en général, est en train de changer. Nous, l'approche qu'on souhaite avoir, c'est celui de customiser l'offre pour mieux répondre aux besoins du consommateur ou du client du restaurant. Typiquement, pour vous donner un exemple qui est déjà en place aujourd'hui, la liste des restaurants que vous voyez dans l'application Uber Eats, elle est adaptée à chacun des utilisateurs. Donc, vous voyez, si vous avez déjà commandé une certaine liste de restaurants par rapport à vos habitudes de consommation, et moi, j'en vois une autre. Mais on pourrait réfléchir peut-être dans le futur à faire évoluer ça, par exemple, à des conseils d'alimentation. Ou peut-être des propositions par rapport à ceux que vos amis ont choisis et on pourrait faire la connexion avec des applications type réseaux sociaux. Et quand vous commencez à réfléchir à cela, vous pouvez même imaginer un jour un monde où se faire livrer de repas chez soi, ça peut être plus accessible et plus sain que faire ses propres courses. Et à ce moment-là, le gaspillage, même l'organisation de votre frigo aux cuisines de manière plus générale, commencer à changer. Donc oui, c'est vrai, la livraison, encore une fois, c'est un point de départ. Nous, on croit dans l'innovation et dans l'accompagnement des changements de consommation et aider les partenaires à suivre ces changements. Je crois que vous avez lancé 2 fonctions récemment, 2 nouvelles fonctions sur Uber Eats. Ah, deux nouvelles fonctionnalités. Oui, tout à fait. Vous êtes bien informé. Effectivement, alors une fonctionnalité, c'est la possibilité de commander, de programmer une commande jusqu'à une semaine à l'avant, qui est plutôt intéressant, notamment pour des utilisations spécifiques. Et on a fait ça parce qu'on a encore une fois suivi le retour des utilisateurs. Deuxième chose, qui est typique à Uber, vous connaissez peut-être l'application qui vous permet de commander un véhicule. Aujourd'hui, quand vous commandez un véhicule et vous allez par exemple chez vous en rentrant de l'aéroport ou de la gare, vous avez la possibilité de commander un repas qui vous attendra chez vous. Et donc la possibilité vraiment de, encore une fois, changer les habitudes de consommation et lier des différents comportements qui est celui de se faire transporter et finalement d'alimenter tout en avantage du consommateur et aussi de l'écosystème. Alors il nous reste 2-3 minutes pour conclure. Je vais passer la parole peut-être à chacun pour peut-être rapidement se projeter. On a évoqué un petit futur. On a bien compris que la règle de demain, c'est la maîtrise de la data, la big data, ce qu'on appelle la big data. Donc peut-être en 2 mots chacun, on va commencer par Clémentine. Une petite conclusion sur si on se projette dans 2 ans ou 3 ans, Vidici, par rapport au digital, ce sera quoi ? Alors si on se projette dans 2 ans ou 3 ans, on aura beaucoup plus de restaurants. Et je pense surtout qu'il faut que les restaurateurs se tournent vers des prestataires, puisque c'est un métier. Récupérer la data, c'est bien. La traiter, c'est autre chose. Et la mettre en application, encore autre chose. Donc je pense que pour le faire bien, il faut réellement se tourner vers des personnes dont c'est le métier. C'est ce qu'on fait. Et avec de gros investissements ? Pas forcément. Pas forcément ? Pas forcément. Rémi ? Dans 2 ou 3 ans, je pense qu'on va continuer sur une phase de digitalisation. Il y a, tu en parlais tout à l'heure Clémentine, de nouveaux moyens de paiement qui arrivent, des paiements dématérialisés, où on n'a même plus besoin de son téléphone en fait. On peut directement payer via un compte de fidélité ou via de la monnaie 100% électronique. Donc ça, je pense que ça va être un gros axe. Et pour revenir sur la donnée, sachant que le paiement en fait partie, puisqu'on récupère pas mal de données lorsqu'on paye en ligne sur les comportements d'achat, la récence, le fréquence, le montant, etc. Je pense qu'on va de plus en plus tendre vers un partage de la donnée entre l'utilisateur final et le restaurateur ou l'industrie en général qui va devoir mettre en place une traçabilité de cette donnée-là et un partage entre l'utilisateur et le commerçant. Guido, peut-être vous donner la parole en répondant aussi à une question, c'est de se dire que on reproche souvent à ces professionnels de l'intermédiation de aspirer la donnée et de la garder pour eux, enfin en tout cas de déposséder le restaurateur de son fichier client. Est-ce que vous pouvez juste y répondre, que ce soit vous, Deliveroo, Foodora ou bien d'autres? C'est un petit peu ce qu'on reproche à ces opérateurs. Qu'est-ce que vous allez répondre? Et ça peut être une réponse en forme de conclusion. Je pense que de manière générale, on a vu dans d'autres secteurs, la technologie arrive et change, comme on disait, l'habitude des clients, des consommateurs. Et c'est dans l'intérêt des acteurs d'un secteur, type les restaurateurs, de
accompagner et comprendre cela plutôt que d'y s'y opposer pour pouvoir effectivement bénéficier de nouvelles habitudes de consommation. Je pense que pour certains restaurants qui n'ont pas l'habitude de la livraison, on fournit un service en plus et on pourrait aussi accompagner dans l'utilisation des données. Pour les restaurants qui déjà le connaissent un peu, on reste une entreprise de technologie et donc le traitement des données, c'est vraiment quelque chose qu'on peut aider à faire d'une façon plus efficace et plus intéressante. Alors, merci Madame, Messieurs d'avoir répondu présent à cette table ronde. Je pense qu'on a fait un peu avancer le débat, que ça mérite bien d'autres réflexions. Je vous invite à nous retrouver sur le snacking.fr ou sur notre lettre Foodtech qui paraît tous les vendredis, une semaine sur 2. Merci à tous, je vous souhaite un très bon salon Syrah et au plaisir de vous retrouver peut-être sur notre stand. Merci. Merci beaucoup. Merci Paul. Bah oui, ça s'applaudit. C'était effectivement un thème très intéressant, tout comme la journée d'hier d'ailleurs sur ce Syrah 2017. On a vécu des temps forts. Je vous propose un petit rappel en images.